Le populaire Toyota CHR a un nouveau frère. Voici le Toyota CHR Plus qui a un nom presque identique, mais c'est en fait un véhicule totalement différent. Qu'ont-ils fait et est-ce que c'est bien extérieur, intérieur et essai routier pour vous aujourd'hui avec Thomas sur AutoJeu Full en 4K, plein écran et en intégralité? Allons-y avec le nouveau CHR Plus dans cette teinte oxyde métallique. Donc oui, un colorisphère très intéressant. Couleur en contraste. On a aussi un gris. Il est très minéral en fait avec un toit contrasté. Restons-en là pour l'instant. Ici, on a bien des jantes de 18 pouces, justement. En effet, voilà. Ça rend déjà bien visuellement. En alternative, sur l'autre véhicule, on a des jantes de 20 pouces. Ce qui est intéressant, c'est qu'en largeur, elles sont identiques, 235 mm à l'avant comme à l'arrière, et que vous partiez sur des jantes de 18 ou de 20 pouces, peu importe. La longueur ici est de 4,53, 178 pouces, et il a un empattement plus long que le CHR standard. Le CHR standard, réputé pour son hybride, est aussi proposé en hybride rechargeable. Et lui, il a en fait deux grandes différences. D'abord, il a un arrière totalement différent. Donc, je pense que l'avant et le côté se ressemblent un peu. L'arrière est très différent de l'autre CHR. Des feux plus anguleux traversent toute la longueur. Et regarde ça. Oh, un minuscule logo Toyota. Contrairement au lettrage souvent très imposant, ici le logo est vraiment minuscule et on y lit BEV. Celle-ci, c'est la CHR entièrement électrique. C'est ce qu'ils veulent dire ici par plus. Aussi, une petite alternative au BZ400X, leur autre modèle électrique, un peu plus petit, comme je l'ai dit, mais ils gardent quand même le nom CHR et il paraît peut-être un peu moins marqué à l'arrière en fait. Et côté spécifications techniques, on commencerait donc par une batterie relativement petite de 54 kWh net. On a alors que la traction avant, une accélération pas très vive et 140 km/h en pointe. Donc, pour le goût allemand, ça ne suffit peut-être pas pour l'autobahn. En revanche, aujourd'hui, on est équipé de la grosse batterie. La grosse batterie fait 72 kWh net, donc plus d'autonomie. Et on a la traction avant, comme sur celui qu'on a aujourd'hui. Et 7,3 secondes pour l'accélération. Ou en transmission intégrale, avec un moteur électrique supplémentaire à l'arrière, 5,2 secondes pour l'accélération. Toyota s'attend à ce que la plupart des gens choisissent celle-là. Grosse batterie et traction avant, parce que c'est en fait la plus efficace. Et pour la charge, de toute façon, 11 kW en AC, 150 kW en DC en pointe. Ce n'est pas énorme. 28 minutes, de 10% à 80%. Donc, niveau charge, oui. Présenter aujourd'hui une nouvelle voiture avec une puissance de charge aussi faible, c'est peut-être pas la meilleure idée, à vrai dire. Partons de là. Donc, côté recharge, ça déçoit déjà un peu, honnêtement. Mais c'est encore plus important, l'autonomie et l'efficacité. On fait un test aujourd'hui. À 100 et 120 km/h, soit 60 et 70 nA sur l'autoroute, aller-retour, égalisation topographique, pour mesurer l'efficacité. Et ça veut aussi dire qu'on testera l'autonomie réelle pour vous. Donc 18 ou 20 pouces n'ont pas un impact énorme parce que la largeur est la même, comme je l'ai dit. La traction avant sera plus efficace. J'ai hâte. Une autre chose, voyons s'il y a un funk ou pas. On va voir ça. Et dites-moi déjà dans les commentaires si vous préférez celui-ci ou le CHR standard au niveau du design. Et c'est un peu quelques heures plus tard. Entre-temps, Léa est partie déjeuner pendant que j'essayais de trouver ce mécanisme un peu plus précisément ici. C'est quand même un peu gâché parce qu'il n'y a pas de frunk. Il reste encore un petit peu d'espace en hauteur ici. Parfois, des gens retrofitent ces frunks, non? Il y a aussi un gros amortissement juste dessous. Donc je me demande aussi pour l'isolation phonique plus tard. Même pour les moteurs électriques, ça a vraiment du sens de les insonoriser. Bon, maintenant on va voir l'intérieur. Clé électronique, rien de spécial, puis bruit de fermeture de porte. À l'avant, ça sonne pas terrible, ils vont sans doute devoir bosser là-dessus. Au fait, la porte arrière est fixée là, bien sûr, mais je veux dire la poignée intégrée, ouais. Bruit de fermeture à l'arrière un peu mieux, mais les bruits de porte, c'est pas leur point fort, disons. Ici, à la place des portes, on a un bel insert en microfibre, même si c'est seulement la finition intermédiaire, et dessus, il y a assez moelleux aussi. Manivelle de vitre classique, ici, à l'intérieur des portes, et tout ça. Un fond assez ferme, en bas, ici, et on retrouve cette direction qu'on connaît du BZ4X dans une configuration similaire.
De vrais boutons sur le volant, ici par exemple, aussi pour le... Et puis des instruments numériques plutôt hauts, du coup tu n'as pas besoin d'un affichage tête haute, donc ils sont loin et haut. Leur idée, c'est des instruments qui font en gros office d'affichage tête haute intégré, pour ainsi dire. Ici, dans la finition intermédiaire, on a des sièges en tissu. Ils sont plutôt stylés et très agréables. Donc c'est un tissu de très bonne qualité, avec aussi du simili-cuir de bonne qualité sur l'extérieur. Sinon, dans la version haut de gamme, j'ai ces sièges clairs qui ont plutôt une texture un peu microfibre, un peu plus. Ils ont aussi l'air plutôt cool. Je me suis assis pour tester les deux et honnêtement, ces sièges me paraissent un peu plus agréables et sans doute aussi plus respirants en été. Donc, je préférerais vraiment ceci. La garde au toit, ici, 199,62, aucun problème. Il reste beaucoup de place pour la tête. Dans ce haut de gamme, on a aussi un toit vitré à store électrique. Mais on ne peut pas l'ouvrir pour prendre l'air. Ici, en finition intermédiaire et déjà avec ce film sur les vitres. La seule chose ici, quand tu poses les fenêtres, c'est genre, oh, c'est genre, pouf, pouf. Donc, s'ils veulent paraître plus qualitatifs, tu sais, genre plus pro et tout, ils devraient adoucir un peu la façon dont les fenêtres se claquent. Mais c'est plutôt cool. Il y a déjà ce revêtement sur la finition intermédiaire. Hâte de voir combien ce sera silencieux sur l'autoroute. Et maintenant, le cockpit et les détails intérieurs. Pour commencer, le volant. Réglage manuel haut, bas, avant, arrière. Quand il est tout en bas, je vois très bien les instruments. Mais là, ça devient trop serré ici avec beaucoup de monde. Du coup, je dois le remonter un peu. Et il est quand même, tu vois, assez haut ici. Et ça gêne un peu la vue. Je peux encore bien voir la vitesse, mais rien en dessous du tout. Ouais, oh, joli mouvement de Léa ici. Bon, ouais, c'est un peu, oui, un pour et un contre. Au moins, je peux voir ça. La vitesse reste parce que c'est placé plus haut, là, ouais. On verra ça en roulant. Ce qui est bien, c'est la qualité du volant. Matériaux sans produits animaux, agréables au toucher et amortis dessous. Et Toyota affirme même que leur nouveau matériau est plus durable qu'avant. Donc ouais, de très bonnes perspectives à ce niveau. Ensuite, on a ce grand écran d'infodivertissement à la Lexus ici. Vous le connaissez peut-être sur les modèles Lexus. Donc, c'est un réglage de climatisation numérique. Mais ils ont, pour ainsi dire, collé ces trucs sur l'écran. On connaît ça sur la Ford Mustang Mach-E et aussi sur certains modèles Lexus, genre les petits, aussi les SUV et tout. Et puis tu le tournes et ça imite genre quelqu'un en train de faire ça à l'écran juste, vraiment. C'est super intéressant, non? Sauf que tu as la solution écran, mais il te reste quand même l'interface physique. Donc moi, je dirais pourquoi pas. Le chauffage des sièges et du volant se fait alors sur l'écran, de cette façon. La voiture a aussi une carte intégrée, donc elle est dispo. La plupart du temps, probablement, les gens choisiront l'intégration Apple CarPlay Android Auto et ça ressemble exactement à ça. Et ici, des bouches d'aération manuelle en bas. Deux surfaces de recharge sans fil. Par contre, elles ne sont pas ventilées, donc il faudra sûrement utiliser la charge par câble. Et c'est juste en dessous. Donc sous cette console, il y a un chargeur USB-C et ensuite, on a la petite pochette zippée du levier. Plop, plop, la marche avant, la marche arrière. Ensuite, plutôt agaçant, non? Et ensuite, on a des porte-gobelets, ils sont ajustables. Le design à 3 points, adaptable, juste ici, c'est plutôt sympa. Et la console centrale, elle est recouverte de simili-cuir. Par contre, oui, c'est un peu amorti dessous, mais j'aurais dû le rendre plus ajusté, tu vois, depuis la surface visible. Et celui-ci s'ouvre de deux façons, comme ça, ou comme ça. Tu peux faire le coup à la Homer Simpson toute la journée. S'ouvre comme ça, comme ça. S'ouvre comme ça, comme ça. Ouais, il y a un peu d'espace en dessous. Et juste derrière, pour les passagers arrière, il y a deux prises USB-C de plus. Globalement, le cockpit offre une bonne vue d'ensemble, je pense. Et c'est aussi intéressant, vous savez, cette surface spéciale ici sur le tableau de bord, vraiment remarquable. Alors pourquoi pas, vous savez, mais bon, on voit quand même que Toyota est vraiment très bon en fiabilité. Par contre, pour les intérieurs, c'est toujours le genre où vous repérez un truc et vous vous dites « Ah, c'est correct », vous savez? Donc, mon favori ici, c'est la qualité du volant et aussi les sièges parce qu'ils sont vraiment très confortables pour les grandes personnes. Les sièges arrière. Les portes arrière ici, il y a du plastique dur, mais on a le même insert en microfibre. Encore une fois, je suis vraiment très satisfait de la qualité des sièges en tissu et du simili-cuir ici au centre. En baissant ça, on trouve des porte-gobelets qui ne sont pas adaptatifs et on peut régler l'inclinaison ici.
Donc tu peux la basculer en position cargo comme ça ou plus inclinée vers l'arrière. Ici, banquette fractionnée 2-3, 1-3. Là, tu vois la petite différence. Ici, elle est plus inclinée et en fait, c'est plutôt confortable. Bien sûr, sur une plateforme électrique, tes pieds sont un peu plus hauts, comme ça va encore. Et tu vois, même moi qui suis grand, quand je conduis, ce n'est pas le véhicule le plus long. Il n'est pas non plus tout petit. Tu sais, genre vraiment, on peut quand même y caser 4 grands adultes. Et pour la hauteur aussi, avec 1,89, 6,2, aucun problème. Donc ça va, j'aurais cru que ce serait pire. Mais ici, l'empattement plus long aide pour le siège du milieu, comparé au CHR à moteur thermique. Ouais, pour des trajets courts, je pense que même 5 adultes peuvent s'en sortir. Le coffre fait 420 litres. Allons voir. Il y a une surprise. Ils ont un système complètement différent pour interagir avec le plancher du coffre et tout ça, vraiment, dans son fonctionnement, de façon bien plus marquée et on le sent bien. Donc ici, le trolley passe aussi à la verticale sans le moindre souci, vraiment. Et ici, ce sont bien ces tablettes du bas. Et normalement, tu le laisses en un seul morceau, puis tu le mets en position basse. Mais ici, ils se sont dit, pourquoi réinventer la roue? Ici, tu peux prendre ces éléments individuels et les descendre un peu plus bas. Donc ici, mets-les un peu plus bas comme ça, puis place celui-ci de la même façon, et là, tu récupères exactement ça, tout simplement, sans souci aucun du tout. Intéressant. Au moins, tu es flexible. Et ici, la longueur normale du tronc est d'environ 34 pouces, 85 cm. C'est déjà bien. Et la distance jusqu'au siège, quand on conduira, c'est 1,60 m ou 63 pouces. La largeur ici, ça dépend. Là, c'est à peu près 1,40 m, 40 pouces. Et après, ça devient nettement plus large. C'est bien plus large que jusqu'au passage de roue. Intéressant. Et pour la hauteur totale, il faut enlever ce truc ici. Voilà. Et ensuite, on se trouve à... C'est plutôt pas mal en fait, à peu près là, vraiment, hein, 80 cm ou 32 pouces. C'est plutôt cool. Et là, on voit, quand celui-ci est sorti, on peut aussi, en théorie, rabattre les sièges d'ici pour avoir tout cet espace de bagages. Commençons à conduire la Toyota CHR+. D'abord, première chose, on ne le voit pas quand on est en mode CarPlay. Mais quand vous êtes dans un autre mode d'affichage, vous pouvez appuyer sur ce petit symbole, un peu comme un panneau de limitation en haut de l'écran multimédia, et là, vous pouvez désactiver cette loi européenne qui impose le bip de vitesse. Et aussi, ce qui est plutôt cool avec Google Maps, c'est que vous voyez ici, en haut des compteurs, j'ai aussi une flèche qui s'affiche dans les instruments, donc ça vient de CarPlay, sympa aussi. Ouais, il y a juste un petit souci de visibilité au niveau du volant parce que la partie inférieure est un peu masquée. Je vois la flèche et la vitesse. Ouais, c'est à peu près tout. Mais l'agencement pourrait être un peu mieux. Ouais, peut-être que je dois mettre le volant un peu plus bas ou un truc comme ça, hein, tu sais, là. Peut-être que c'est un peu mieux. Alors parlons de la conduite de cette voiture. Bien sûr, à la différence de la CHR Hybrid et de la plug-in, ici, elle est électrique en permanence, pas seulement à temps partiel. Et elle démarre très en douceur. Vous vous rappelez, dans la partie intérieure, qu'on a aussi les vitres feuilletées à l'avant, ici, à gauche et à droite. Important aussi, jante 18 pouces ici, il n'y avait que quelques racines. Oh, c'est drôle. Derrière nous, un CHR, je ne sais pas s'il est hybride rechargeable ou juste l'hybride non électrique. Je viens tout juste de voir ça juste derrière nous. Donc des jantes de 18 pouces seront nettement mieux pour le confort. Oh non, l'IA est en train de prendre une photo juste derrière nous. Oui, quelle drôle de coïncidence. Carrément, vraiment là, oui. Au fait, j'adore aussi cette couleur dorée. Bon, voyons voir. J'ai bel et bien perdu le... Ah oui, j'ai effectivement perdu le CarPlay. Ouais, désolé. Ouais, exactement. Bon, maintenant j'ai perdu la carte et bien sûr, j'ai pris la mauvaise direction. Mais ça aussi, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, non? Mais on peut faire genre un petit test ici. Et pour tourner d'avant en arrière, tu vois, c'est en fait assez agile. Et là, la marche arrière. Je comprends pas pourquoi il bip tout le temps. Ouais, c'est simplement un mécanisme de sécurité. Allez, là c'est facile. Il est plutôt agile, tu sais. C'est aussi ça. Ce n'est pas un gros véhicule, il est assez petit, donc on peut le manœuvrer très facilement. Et la direction offre une très bonne prise en main. Il n'y a pas de zone morte. Les réactions sont toujours plutôt précises et directes.
j'aime bien. Donc, c'est une tenue de route plutôt neutre et les jantes de 20 pouces seront aussi un peu moins confortables quand tu prends des bosses. On vient juste d'avoir des racines qui sortent quasiment par en dessous. C'est super puissant, au fait, vraiment très impressionnant. Quand les cellules végétales, en fait, quand de l'eau entre dans les cellules, elles peuvent, on dirait, lutter efficacement contre même le bitume le plus dur, d'une manière vraiment impressionnante et vraiment remarquable. C'est vraiment dingue, je trouve, franchement. En fait, c'est un fait biologique vraiment super intéressant. Ouais, bref, changement de sujet, revenons aux voitures. Et ici, sur les dos d'âne, la suspension est bonne. Ouais, c'est vraiment sympa. Et je pense qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Donc ici, quand on va un peu à gauche puis à droite, ça donne une sensation très agréable, précise et directe. Mais en même temps, je ne perds pas le confort. Donc je pense qu'ils ont vraiment fait mouche ici. C'est toujours l'équilibre entre confort et sportivité. Je pense qu'ils ont ici trouvé un équilibre vraiment réussi. Par rapport au CHR non électrique, ici même, le CHR+ possède également un centre de gravité plus bas. Mais en même temps, il est bien sûr tout de même sensiblement plus lourd à cause de la batterie. Ici, cette grosse batterie, ce n'est pas une batterie particulièrement grosse. Sur l'ensemble du marché électrique, faut que je le dise. Mais voyons tout de suite quelle autonomie on peut atteindre. Ici encore, un peu plus vite sur le dos d'âne. Ouais, ça fait déjà vraiment plaisir quand on la conduit en ville. J'ai quand même encore une bonne vue d'ensemble et même à l'arrière, tu sais, le CHR est aussi connu pour son manque de visibilité vers l'arrière. Mais ici, le CHR+ marche vraiment bien, même quand on regarde vers l'arrière, sur les côtés, etc. Et encore une fois, les sièges confortables font aussi la différence quand on est dans ce véhicule, même si on est grand. Encore plus intéressant, les performances, l'efficacité et les aides à la conduite sur l'autoroute. On y va. Plop. Ça, c'était 60 à 120 km/h, première accélération. Et même si ce n'est que le modèle traction avant et que c'était un peu en côte, je trouve que c'est pas mal. Donc, je dirais que l'accélération ici est suffisante pour celle-ci. Le bitume est vraiment abîmé. Voyons la différence de droite à gauche. Ouais, c'est mieux. Je dirais quand même 120 km à l'heure. Ouais, cette fois, c'est vraiment dur. Une partie de ça s'est passé au Portugal et en Espagne, sur les autoroutes, c'est sûr, mais quand c'est un peu mieux, juste pour le bruit du vent, à 120 km/h, je dirais. 110, ça allait, mais 120, c'était trop venteux. Intéressant. Et on peut le tester. Ouais, on peut essayer. Là, le timing est un peu mieux, 120. Enfin, c'est vraiment bien qu'on ait l'installation ici parce que sinon, je pense que ce serait plus bruyant. Si je passe à 110, ouais, c'est nettement mieux maintenant. Ouais, je dirais que tu peux quand même tenir ces 120 km à l'heure, là, oui, franchement. Mais même avec le vitrage feuilleté, ce n'est pas la voiture la plus silencieuse sur l'autoroute. On y va par là. On peut aussi prendre l'autre autoroute ici, qui a un revêtement un peu différent. Mais la réaction de la voiture ici, son calme, c'est vraiment agréable. Encore une fois, elle s'est calée au niveau de la suspension. Et l'accélération était bonne. Donc voilà l'écran. On a aussi les rétrolatéraux, au fait. Et quand on passera sur l'autre autoroute, on pourra aussi jeter un œil au système d'assistance, genre le régulateur et tout. C'est toujours bien de vérifier aussi comment la voiture se comporte quand on change d'autoroute. Qui sont par ici? Beau changement de voie aussi. On a aussi une bonne prise sur le volant. Il est plutôt compact. En fait, c'est vraiment sympa de piloter celui-ci ici. Ouais, c'est un peu comme, tu vois, là quoi, tu sais. Je pense en dessous de 100 km/h. C'est parfaitement silencieux. Ouais. Donc, voilà, il porte beaucoup d'attention au marché non grande vitesse, bien sûr, tu sais. Et c'est toujours un truc allemand. Tu roules vraiment vite sur l'autoroute. Ouais, genre vraiment vers 105, quelque chose. C'est super silencieux, tu vois, mais au-delà de 110, comme Lia l'a dit, ça devient un peu plus bruyant. Mais là, on a aussi le bitume bien plat. Du coup, c'est bon. L'autre, c'était peut-être un exemple un peu extrême du bruit qui vient d'en dessous.
Donc 120 km/h reste une bonne vitesse de croisière pour ce véhicule et encore une fois stable au changement de voie. Activons maintenant le régulateur de vitesse adaptatif. Voyons un peu comment il se comporte globalement. Changeons un peu la vitesse comme ça, d'accord. Et on a aussi l'aide au maintien de la voie. Je peux l'activer ou la désactiver facilement ici. Et maintenant, elle maintient aussi activement la voiture dans la voie. Et ça, en fait, c'est plutôt sympa aussi. Donc, il n'y a pas, parce qu'ici, l'autoroute me rappelle constamment que je dois garder les mains bien posées sur le volant tout le temps sans jamais les lâcher. Mais j'essaye de vous en donner le meilleur exemple. Là, la voiture se conduit toute seule en ce moment. Et là, il le fait vraiment de façon assez douce et maîtrisée. Ils ont clairement progressé aussi sur la fluidité et l'intégration des aides à la conduite. De manière générale, vraiment, c'est assez convaincant sur le plan global, en effet, vraiment. Autre chose qu'on n'a pas encore dit en ville, on peut régler la récupération d'énergie. Ça se règle ici avec les pédales. Tu peux la rendre plus forte ou moins forte. Par exemple, quand je suis ici, en levant le pied de l'accélérateur, tu peux avoir juste une récupération très légère. Voyons quand je l'appuie et que je le maintiens. Ouais, il y a effectivement toujours une légère récupération. Et ensuite, je peux aussi l'accentuer un peu plus, là, moins fort. Donc, ça dépend un peu. Tu sais, c'est genre, ouais, vraiment presque rien du tout. Et ensuite, 2, 3, 4, là, c'est très fort. Ce n'est pas aussi fort que ce que tu connais peut-être sur d'autres voitures électriques, mais c'est déjà vraiment puissant, en effet. Mais tu peux aussi obtenir la même efficacité si tu freines toi-même. Prix, 42 000 € d'entrée, 46 000 € pour la grosse batterie, plus 4 000 €, 52 000 € grosse batterie, plus transmission intégrale, plus 2 000 € pour des options comme le toit panoramique, le système audio JBL, etc. Donc 45 000 €, c'est, tu sais, le prix toutes options, etc. Pour l'instant, tu restes encore tout à fait sous les 50 000 €. Le plus gros problème, c'est clairement que la recharge n'est pas très rapide. Mais encore plus important que ça, pour moi, c'est l'efficacité. Et maintenant, on passe à notre grand test d'autonomie pour aujourd'hui. Premier essai, on a de très bonnes conditions. Donc, températures optimales pour la batterie et tout ça, 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure sur l'autoroute et compensation topographique. On a pu enregistrer environ 14,5 kWh au 100 km, ça fait 4,3 miles par kWh. Ça voudrait dire une autonomie à cette vitesse, 500 km, soit 300 miles pour la grosse batterie, ou 370 km, soit 230 miles pour la petite batterie. Ensuite, à 120 km à l'heure, 70 miles à l'heure sur l'autoroute, on consommerait environ 18 kWh au 100 km. Donc 3,5 miles par kWh signifierait une autonomie en propulsion d'environ 400 km, 250 miles pour la grosse batterie et 300 km. 190 miles pour la petite. Et je pense, globalement, ça tient la route. Ce n'est pas un gros véhicule, il n'oppose pas beaucoup de résistance au vent, et puis les pneus sont petits. Donc, même si la batterie n'est pas énorme et que la recharge n'est pas super rapide, tu peux quand même obtenir une autonomie correcte sur l'autoroute. Tu en penses quoi? Maintenant, intéressons-nous à quelques concurrents.